Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 6 mars et nous entamons ensemble la 10e semaine de l'année. 5 nouveaux petits-déj à partager du lundi au vendredi sur l'antenne tous les matins sur TV Vendée pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce début du mois de mars. Ce matin, nous avons un anniversaire, une commémoration plutôt. Ça fait 1 an, jour pour jour, que le premier bus de réfugiés ukrainiens est arrivé en Vendée. C'était le 6 mars 2022, donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis, certaines familles sont reparties, d'autres sont toujours là. Nous en avons retrouvé 2 pour prendre de leurs nouvelles. Nous allons faire aussi un dernier petit tour dans les allées du Salon de l'Agriculture. Il a fermé ses portes ce week-end après une semaine de vitrine sur le savoir-faire des producteurs et éleveurs français. Les melons du Sud Vendée y étaient présents, tout comme Noirmoutier qui a présenté les 4 coopératives de l'île qui représentent le sel, les pommes de terre, les huîtres et la pêche. En sport, nous allons avoir des nouvelles de Cyril Gane, également le Lyonnais. A-t-il décroché la ceinture de champion du monde poids lourd en MMA ? Eh bien, la réponse, c'est au cours des 20 prochaines minutes. On aura Alexandre Le Naour qui, justement, reviendra sur l'ensemble des résultats sportifs du week-end. Il nous parlera de Cyril, mais également de basket féminin ou encore de rugby lyonnais. Et vous allez pouvoir retrouver la nouvelle question de la semaine dans notre jeu avec le premier indice pour tenter de repartir avec des places pour le concert de Stéphane Escher dans le cadre du festival acoustique au Poiré-sur-Vie le 19 mars prochain. En attendant tout ça, la météo avec une semaine qui commence dans les nuages. Alors c'est pas très motivant comme lundi, je vous l'accorde. Regardez la carte, on a de la grisaille pour tout le monde partout en Vendée ce matin. Pas de pluie à l'horizon et des températures comprises entre 0 et 4 degrés au moment de sortir. Cet après-midi, eh bien, pas vraiment de changement. Nous allons toujours avoir cette couche nuageuse qui met la Vendée comme sous cloche. Un vent d'ouest aussi entre 20 et 30 km/h par rafale. 7 degrés dans nos 2 îles, au Sables-d'Olonne et dans la frange est de la Vendée. 8 degrés partout ailleurs. Je vous parlais des pluies qui sont absentes encore ce lundi. Eh bien, elles devraient être de retour à partir de demain. Les marées, eh bien au niveau de nos marées, la prochaine pleine mer, c'est en plein milieu d'après-midi si vous n'étiez pas là à 4h du matin ce lundi. La basse mer, elle est en milieu de matinée, 10h30 avant de revenir en milieu de soirée. La carte des marchés aussi avec la seule carte de la semaine pour laquelle nous pouvons citer l'intégralité des rendez-vous prévus avec nos producteurs locaux, à savoir celle du lundi, c'est Benay, Jars-sur-Mer, les Sables-d'Olonne et à Noirmoutier pour aller au marché. Pour l'éphéméride, souhaitons une bonne fête aux Colettes, aux Collines aussi, aux Kèves. On est en pleine semaine des mathématiques qui commence. C'est une opération nationale déclinée dans quelques établissements de Vendée. Alors dans ce cadre-là, nous pouvons faire un petit clin d'œil au laboratoire des mathématiques développé et installé au lycée Rosa Parks à La Roche-sur-Yon. On a aussi les maternelles de l'école La Porte des Îles à la Barre-de-Mont qui travaillent en ce moment sur un jeu de cartes dans le cadre de cette semaine des mathématiques. Le soleil, il est debout depuis 7h30 en Vendée ce lundi et il se couchera ce soir à 18h58. Nous passons au journal. C'est un bus pas tout à fait comme les autres qui est arrivé il y a très exactement 1 an maintenant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le 6 mars 2022, les premiers réfugiés d'Ukraine accueillis en Vendée sont arrivés ici dans le département. Le terme d'un voyage de 2 jours au départ de Lviv pour ces mamans et ces enfants accueillis ensuite dans le département par des familles bénévoles. 1 an après, une partie d'entre eux a décidé de repartir, d'autres sont restés. Colline Davy a pris de leurs nouvelles. Aucun lien de sang, mais ces 4-là forment presque une famille. Sophia et Nadia vivent ici depuis bientôt 1 an, mais tout n'a pas toujours été si simple. Pour nous, c'est dur 3 semaines. On était un peu effrayés. Rien n'était pareil qu'en Ukraine ici. Au début, c'était difficile de s'adapter. Après quelques échanges de conseils culinaires et des sorties communes, la communication est devenue plus simple et les liens se sont resserrés. Aujourd'hui, chacun mène sa vie en autonomie. La colocation se passe à merveille et pourtant tous n'espèrent qu'une chose, se séparer. On a pris l'habitude, mais c'est vrai que j'espère pour elles qu'elles rentreront bientôt. On attend que ça, qu'elles puissent rentrer en sécurité.
Bien sûr que j'ai envie de rentrer chez moi, mais pour l'instant, c'est impossible. Notre ville est occupée et notre maison, elle, est prise par les soldats russes. Et même si c'était possible, j'aurais peur que ça recommence. Si retourner dans le Donbass est trop risqué pour elle, d'autres familles de réfugiés ont retrouvé leur pays, ou presque. Martha est rentrée à Lviv depuis maintenant 8 mois, mais le quotidien n'est pas plus simple. Nous avons l'électricité 2 fois pour 4 heures. Il y a des bombardements, toujours. Et c'est comme la pluie. Tout le monde se cache pendant les bombardements. Quand je comprends que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bombardements, je ne fais pas beaucoup de projets parce que je comprends que ça peut arriver chaque moment. Ce retour fait suite à une série de choix compliqués qu'elle n'a jamais regrettés. C'était une période très stressante parce qu'on ne savait pas comment ça va se passer. Et maintenant, je n'ai pas regretté de retourner chez moi parce que nous sommes ensemble, parce que c'est dangereux d'être là, mais je trouve qu'il faut supporter les gens qui font les choses très importantes en ce moment. Que ce soit sur place ou à distance, ces 2 familles vivent au temps de la guerre et n'espèrent qu'une chose, retrouver au plus vite une vie normale. Un an après, donc, la solidarité vendéenne ne faiblit pas non plus. L'association Vendée-Ukraine continue régulièrement d'envoyer des dons par le biais de convois. L'organisation s'est d'ailleurs très structurée avec des correspondants français sur place à la frontière qui font ensuite des allers-retours en Ukraine pour déposer le matériel demandé. Mercredi dernier, c'est ce que vous voyez sur ces images, un nouveau chargement est parti des Sarres-en-Bocage. Il doit arriver ce matin en Pologne. À son bord, des produits d'hygiène, de pharmacie ou encore des dons de lits médicalisés venant de la maison de retraite de Mouchamp, de vêtements d'enfants aussi envoyés par Emmaüs des Sarres-en-Bocage. On aura 32 palettes, sans compter les lits médicalisés que vous avez là. Donc en fait, on va remplir la semi-remorque. Et cette semi-remorque va donc directement à la frontière polonaise, entre la Pologne et l'Ukraine. Et ça va être géré par un autre bénévole, qui est un Français qui est installé là-bas depuis 1 an, justement depuis le début de la guerre, et qui gère la réception de ces palettes et ensuite les dispatchs avec un petit fourgon dans les différents centres urbains de l'Ukraine. En bref, à présent, c'est demain qu'est prévue la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. En Vendée, 4 rendez-vous sont organisés. L'intersyndicale espère dépasser la barre des 13 000 manifestants demain après-midi à La Roche-sur-Yon. Le parcours a d'ailleurs été un peu modifié par rapport aux fois précédentes. Le cortège marchera cette fois-ci en direction du rond-point des Flâneries. Le rendez-vous lyonnais sera précédé de 2 manifestations le matin à Fontenay-le-Comte et à Challans, puis au Sables-d'Olonne à midi. Et puis toujours en bref, 3 mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, 2 corps ont été retrouvés vendredi et samedi en Charente-Maritime. Celui d'un homme tout d'abord en bordure de chemin près de Surgères, puis celui d'une femme dans une zone boisée à quelques kilomètres. 3 hommes sont actuellement mis en examen pour différents chefs d'accusation. L'un d'eux avait été interpellé mardi dernier chez son père à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Le Salon de l'Agriculture a refermé ses portes ce week-end après une semaine de promotion du savoir-faire français. Une édition marquée par quelques débordements de visiteurs un peu trop alcoolisés et par une affluence qui a conduit par exemple les organisateurs à fermer les portes samedi dès 16h30 au lieu de 18h30. Pour le reste, la mission est remplie. Producteurs et éleveurs ont pu montrer la qualité de leur travail, mais aussi passer quelques messages, comme ici avec les producteurs de melons installés en Vendée. On fait partie des gros producteurs de Vendée, donc on est vraiment 4 producteurs sur le département, 4 ou 5, non, 5, on est vraiment 5 producteurs sur le département. Et oui, c'est important de faire la promotion de nos produits. On a vraiment besoin d'être pris en considération, notamment pour notre production, parce qu'on a besoin d'être soutenu quand on a besoin pour l'eau, justement, quand on a besoin pour la gestion de l'eau, notamment, le département est présent pour nous. L'entreprise Vendélis, installée à Chailly-les-Marais, qui vient d'être sélectionnée par le Goemio dans le cadre de leurs escapades gourmandes dans les Pays de la Loire.
Retour à présent sur cette visite ministérielle en fin de semaine dernière. Dominique Faure a passé 24 heures en Vendée pour parler ruralité. La ministre déléguée a notamment rencontré l'association Famille Rurale à la Bruffière. Ça, c'était jeudi soir. Mais aussi vendredi, une partie des maires du département. Parmi les sujets brûlants en termes de développement, la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la perspective en 2050 de ne plus pouvoir prendre sur les terres agricoles pour agrandir les communes. Colline Davy. Des questions, des réponses, des prises de notes, mais surtout un sujet majeur, la zéro artificialisation nette. Alors que beaucoup de communes rurales craignent de ne pas pouvoir accompagner le développement de leur territoire, la ministre se veut rassurante. Déjà, on va leur permettre de se développer dans leur bourg, dans leur village, et ensuite, bien sûr, qu'il y aura un minimum, une sorte de forfait qui fera que même le plus petit village pourra quand même se développer un petit peu. C'est ce sur quoi on travaille avec Christophe Véchu pour faire en sorte que la façon dont on va appliquer cet objectif ZAN ne soit pas trop contraignant pour nos élus locaux. Une loi est en ce moment en discussion au Sénat pour assouplir la règle qui prévoit zéro artificialisation nette en 2050. La ministre propose quelques modifications, mais quoi qu'il en soit, la parole des maires est entendue. La ministre nous a quand même plutôt rassurés en nous disant que nous aurions toujours la possibilité de construire dans nos villages, dans nos territoires ruraux. Alors nous sommes évidemment attentifs à ce qu'elle nous a dit et nous attendons bien sûr les décisions parisiennes et certaines évidemment que nous serons écoutés parce que si nous ne pouvons plus construire, si nous ne pouvons plus nous développer, nous ne pourrons plus accueillir de nouvelles familles et nous ne pourrons plus développer nos territoires ruraux. Ce rendez-vous était aussi l'occasion pour chaque élu de s'exprimer sur des sujets variés. Bien sûr, la ZAN, bien sûr, la désertification. On savait qu'il y avait un certain nombre de problématiques qui seraient évoquées. On a focalisé aujourd'hui sur les problèmes de formation des secrétaires de mairie. Des dossiers majeurs ou des attentes de certains territoires, la ministre a tout écouté, tout noté. La réponse maintenant doit se voir dans les prochaines semaines. Nous sommes attentifs évidemment à ces réponses, mais nous serons attentifs aussi à ce qui viendra après. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui, j'espère que ça sera poursuivi et que nous aurons tout ce que nous avons demandé. Nous avons entendu parler de subventions supplémentaires, de postes supplémentaires. Et donc nous sommes dans l'attente et restons positifs. Si les maires attendent encore du concret, les associations rurales ont déjà obtenu un doublement de leur enveloppe d'aide annuelle, de quoi en effet rester optimiste. Et nous ouvrons notre page sport à présent. On va commencer avec du basket. Le RVBC recevait Basketland samedi, un match qui était à suivre en direct sur TV Vendée. Malheureusement, nous avons eu droit à une entame catastrophique de la part des Lyonnaises. 2 blessures coup sur coup dès le début. Un gros manque de réussite au shoot également. De son côté, Basketland livre une copie quasi parfaite. Le sursaut d'orgueil des Vendéennes dans les 10 dernières minutes n'aura donc pas suffi pour remonter la pente. Résultat, 5e défaite de rang du RVBC qui s'incline 59-79. Il y a une petite réaction sur la fin de match, mais c'est bien trop tard, tu vois. Il aurait fallu vraiment dès le début de deuxième mi-temps essayer de trouver des leviers ou des axes pour qu'on puisse avoir un gros truc. Bon voilà, on voit que l'équipe est doute, hein, très clairement l'équipe est en plein doute, donc voilà, il va falloir trouver de la confiance et de la sérénité pour aborder les matchs qui vont être décisifs pour nous, c'est-à-dire à Landerneau le week-end prochain, la réception de Toulouse ici, la réception derrière de Charleville. Voilà, des matchs qui vont compter pour pas être dans les play-downs et ça c'est super important. En MMA à présent, vous vous souvenez peut-être que le Lyonnais Cyril Gane tentait ce week-end de décrocher la ceinture UFC catégorie poids lourd. C'était à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche vers 4h, heure française, même plus précisément. Eh bien, l'Américain John Jones a été le plus fort. Il ne lui aura fallu que 2 minutes et 4 secondes pour triompher de Cyril. Ce dernier a été battu plutôt sèchement dès le premier round par soumission. Cyril Gane concède ainsi sa 2e défaite en 13 combats. Et puis on enchaîne avec du rugby et le FC Lyonnais qui recevait hier après-midi Parthenay. Le match se disputait au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Ce qu'il faut en retenir, on va y revenir avec Alexandre Lenaour dans le Journal des Sports. Eh bien, les Lyonnais ont fait la course en tête dans ce match. Ils s'imposent 24-21 et restent leaders de cette poule 18 de Fédéral 3 devant leur dauphin, le RC Sablé. Ultra satisfait de la victoire parce que c'était important de gagner aujourd'hui contre une grosse équipe parce que c'est une équipe très dense, très physique. On voulait absolument
voir ce qu'on pouvait faire contre cette équipe-là. On a été mis à mal, il faut être très clair. Voilà, ça a été compliqué à certains moments, mais les gars ont été solidaires. Encore une fois, l'état d'esprit du groupe a encore montré ses capacités. Je pense que ça peut aller encore un peu plus loin. Mais voilà, un bon match sur l'engagement. Voilà, je pense qu'il y aurait pu avoir plus de rythme dans le jeu. Mais voilà, ça a été quand même une super belle période pour nous et une belle victoire à la fin. Et il reste 2 matchs de championnat à disputer avant les matchs d'accession en division supérieure, c'est-à-dire en Fédéral 2. Voilà pour l'actu du jour. On va revenir dans quelques instants sur le sport, mais nous allons quand même compléter avec les températures de ce matin. Avec un lundi pas forcément trop vif ce matin, pas trop de pare-brise à gratter, d'autant que le vent était annoncé comme plutôt faible par Climat Vendée pour ce début de semaine. Avec 0, c'est du côté de Fontenay-le-Comte qu'il fait le plus froid. 1 degré pour Montaigu-Vendée, les Herbiers, Pouzauges, La Roche-sur-Yon ou encore la Tranche-sur-Mer, 2 à 3 sur le reste du littoral et jusqu'à 4 degrés dans nos 2 îles pour ce lundi matin. C'est la fin de ce flash, je vous le disais à l'instant, nous allons maintenant retrouver Alexandre Lenaour et nous lancer dans le journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Ça va ? Très bien, et vous ? Ça va plutôt bien. On va parler de pas mal de choses. Tiens, ce matin, on va commencer avec le MMA. Oui. Aïe, aïe, aïe. Cyril Gane. Alors, on avait annoncé son combat en début de semaine. Ça a été plutôt rapide. Fallait pas rater le coche. Eh bien oui, c'est ça. C'était dimanche. Il fallait se lever aux aurores, en tout cas vers 4h du matin. Le Lyonnais, Cyril Gane, vous l'avez dit, tentait de conquérir la ceinture UFC en catégorie poids lourd. Le suspense a duré 2 minutes et 4 secondes. Le Lyonnais en short bleu a été battu dès le premier round par soumission. L'Américain John Jones, face à lui, c'est un ponte de la discipline avec ses désormais 28 victoires en 29 matchs. Il est parvenu à immobiliser le Lyonnais avec une technique d'étranglement qu'on appelle en guillotine. Le Lyonnais devra donc attendre pour devenir le premier champion UFC français. Il a déjà annoncé en tout cas repartir à l'entraînement, donc on va suivre tout ça avec impatience. Mais oui, pas encore. Et puis c'est jamais qu'une deuxième défaite en 13 combats. Il faut relativiser un petit peu les choses. Du basket à présent avec la Ligue féminine. C'était la 15e journée ce week-end. La Roche-sur-Yon qui recevait Basketland et c'était sur TV Vendée. Exactement, c'était aux Oudéry. J'espère que vous étiez devant votre poste à 19h45. Scénario catastrophe en tout cas bien pour les Lyonnaises à l'entame. Elles sont rapidement distancées. Elles vont d'ailleurs perdre sur blessure coup sur coup Tiffany Clark et Louisa Gesel-Soder. Les deux joueuses retrouveront leur place un petit peu plus tard, mais le début de match est donc largement contrarié. 8 petits points en 10 minutes et donc un net retard à la pause, plus 23 pour Mont-de-Marsan qui mène 40-17 à la mi-temps. Basketland va imposer un jeu bien huilé pendant tout le match, une réussite qui contraste avec la mauvaise passe des Lyonnaises. Les Vendéennes vont compter jusqu'à 33 unités de retard au milieu du troisième quart. Une courte réaction d'orgueil ensuite en fin de match, mais le RVBC doit s'incliner 59-76. C'est un 5e revers de rang pour le club qui glisse à la 7e place de LFB. Rebond attendu donc dès samedi face à Landerneau. Je vous propose d'écouter le coach Manu Body au micro d'Aurélien Huard. Je pense que le match est déjà plié dès le départ en fait. Et Basketland n'avait pas besoin de ça pour se mettre en confiance. C'est une équipe déjà qui était sur 4 victoires d'affilée et nous 4 défaites. Donc on avait besoin de bien démarrer le match. Après on a vu que Basketland nous est supérieur et qu'il n'y a pas photo ce soir. On voit que l'équipe doute, très clairement l'équipe est en plein doute. Donc voilà, il va falloir trouver de la confiance et de la sérénité pour aborder les matchs qui vont être décisifs pour nous. C'est-à-dire à Landerneau le week-end prochain, la réception de Toulouse ici, la réception derrière de Charleville. Bon, alors après Cyril Gane et ses 2 minutes, là les filles du RVBC qui s'inclinent, on passe au football national 3, 17e journée, c'était la Roche VF qui recevait Beaucouzé. Vous nous annoncez quoi là cette fois-ci ? Je vais vous donner le sourire, je pense que c'est voilà. un bon résultat, vous allez le voir. Puisqu'ils avaient été défaits à Châlons, les joueurs de la Roche VF, ils voulaient reprendre leur marche en avant. L'objectif, on le sait, c'est la montée en N2. 15e minute, c'est parti avec Sonny Butreau qui va lober la défense adverse, devancer le gardien et assurer d'un plat du pied l'ouverture du score 1-0. Quelques secondes plus tard, 18e minute, Mathis Vrignon s'infiltre et Antonin Bergeon s'arrache pour pousser le ballon au fond. 2-0, c'est le score à la pause. Premier corner de la deuxième période, Thomas Allemand propulse le ballon sous la barre du gardien beaucouzéen. La Roche mène 3-0. 79e minute, ensuite tout juste entré en jeu, Axel Dabin va lui aussi ouvrir son compteur dans ce match pour le 4-0. Et puis à 5 minutes du terme, ce même Axel Dabin vient signer un doublé bien emmené par la chevauchée de Sonny Butreau. Dabin s'amuse avec le portier adverse et clôt ce match. Victoire 5-0. En voilà un bon score pour nos Lyonnais dans ce journal des sports. Je note. Une belle réaction, surtout une satisfaction pour le coach Frédéric Reculot que l'on retrouve avec Ambroise Robet.
Un match plein, on a réussi à aller chercher ce qu'on pouvait attendre de cette équipe-là après une désillusion à Châlons. C'était pas forcément un adversaire simple à maîtriser, ils l'ont bien fait. Je pense que l'équipe a été à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'elle ce soir. Donc beaucoup de satisfaction. On veut monter, donc l'objectif c'est de prendre un maximum de points à chaque match. Ce qu'on faisait pas très bien sur ces 2 premiers mois de l'année civile. Donc on a remis les choses en ordre au moins ce soir. Et nous passons au rugby à présent avec la 16e journée de Fédéral 3, La Roche-sur-Yon qui recevait Parthenay. On parle beaucoup de La Roche-sur-Yon dans le journal des sports, vous l'aurez noté Caroline. Réception de Parthenay, 3e au stade Henri Desgranges hier, et ce sont les Vendéens qui prennent d'abord les devants dans ce match avec cet essai à la 16e minute d'Hugo contre Ducourt. Ça fait 5 puis 7-0 après la transformation. 25e minute, on le voit ici, une belle incursion d'Eddy Vincent qui va servir Constibo-Salo. Ça fait alors 14-0. En infériorité numérique, les Lyonnais vont voir leurs adversaires revenir à hauteur. D'abord avec cet essai à la 30e minute, essai qui sera transformé, et 4 minutes plus tard, Parthenay viendra aplatir de nouveau avec une transformation. 14 partout à la mi-temps, on change de côté. Parthenay surfe sur sa bonne dynamique d'avant la pause et passe devant à la marque. Alexandre Busson pour l'essai à la 43e, transformé ensuite. Parthenay est devant 21-14. L'écart va se resserrer avec une pénalité convertie de Genot. Et ensuite, Parthenay réduit à 13. Eh bien, ça va être plus compliqué pour eux et cela va profiter aux Lyonnais. Un essai de pénalité ici inscrit à la 63e minute. Victoire 24-21 des Vendéens. Jérémy Luçon, le coach, avec Ambroise Robet. Ultra satisfait de la victoire parce que c'était important de gagner aujourd'hui contre une grosse équipe, parce que c'est une équipe très dense, très physique. On a été mis à mal, il faut être très clair. Ça a été compliqué à certains moments, mais les gars ont été solidaires. Encore une fois, l'état d'esprit du groupe a encore montré ses capacités. Je pense que ça peut aller encore un peu plus loin. Mais voilà, un bon match sur l'engagement. Je pense qu'il y aurait pu avoir plus de rythme dans le jeu. Mais voilà, ça a été quand même une super belle période pour nous et une belle victoire à la fin. Et comme on n'y a pas passé assez de temps, on va aller du côté de La Roche-sur-Yon à présent. On va parler de water-polo avec le championnat des Pays de la Loire. C'était la 10e journée. La Roche donc qui recevait Cholet. Exactement, et le water-polo lyonnais était en quête d'un 4e succès de rang dans ce championnat régional. Vous allez le voir, les Lyonnais en bonnet blanc qui n'ont pas fait dans la dentelle face à l'équipe réserve de Cholet. Il y avait une bonne classe d'écart entre les deux formations, largement supérieures techniquement. Les Vendéens se sont rapidement facilité la tâche. 5-0 après la première période de 8 minutes. 3 nouveaux buts inscrits ensuite sans en concéder. Ça fait donc 8-0 au moment de changer de côté. Les 2 dernières périodes du match seront de la même teneur. 6-1 puis 5-1. Un beau carton des Lyonnais donc avec ce succès 19-2. Les poloistes sont premiers du championnat à la différence de but. Jérémy Montrichard, le capitaine de l'équipe, était au micro de Cédric Manet. Un match, c'est 4 fois 8 minutes. Il faut qu'on joue à fond du début jusqu'à la fin. Même si le score était fait, déjà par respect pour notre adversaire, on est là pour jouer. Eux, ils sont là pour progresser, nous aussi. Donc il y a des matchs plus difficiles physiquement qui vont arriver. La roublardise, ça y fait beaucoup, l'expérience au water-polo. On a quelques années d'expérience de plus par rapport aux jeunes de Cholet qui ont joué ce soir. Ça s'apprend, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément aussi dans l'eau. Il y a de l'anticipation, il y a du maniement de ballon et puis il y a de l'explosivité, de l'anticipation. On sort des bassins, il vous reste 1 minute Alexandre pour nous parler de course à pied avec le Trail des Pays de Mont. C'était dimanche à l'hippodrome de Saint-Jean-de-Mont. On va vite parce que certains sont allés vite hier pour cette 18e édition. 8, 14, 25 et 53 km. Ils sont 1440 à avoir bouclé l'une de ces 4 courses. Les plus téméraires sont partis en tout cas 5h du matin à la lampe frontale pour le 53 km. Et sur cette course reine, c'est Emmanuel Guillaume, originaire de Sainte-Pazonne en Loire-Atlantique, qui s'impose. 4h, 13 minutes, 59 secondes. Beau succès pour celui qui avait terminé 2e l'an dernier au 36 km. Emmanuel Guillaume l'a rencontré, Cédric Manet l'a rencontré, Emmanuel Guillaume. J'ai pas eu de coup de mou durant la course. J'ai surtout suivi le pas. Au 45e kilomètre, j'ai réussi à partir devant, et là j'ai pris mon allure, et là je me sentais bien. Quand on suit quelqu'un, on a tendance effectivement à pas être dans le même rythme et perdre peut-être un peu d'énergie, mais voilà, au 45 j'ai déballé, je me suis senti bien, et là je voyais que la victoire pouvait se faufiler devant moi, donc j'ai été jusqu'à la fin, quoi. Merci Alexandre pour ce journal des sports très complet qui nous a fait voyager un petit peu. Ce soir, c'est Aurélien Huard qu'on retrouve dans 85 chrono. Exactement, on le retrouve avec le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Athlétisme, et notamment son président François Pouvreau, avec plein d'autres résultats. Donc il faudra être là à partir de 18h45. Eh bien, nous y serons. Merci Alexandre. Sur le temps qui nous reste, on va passer au jeu.
et je vous emmène du côté d'Océan Marais de Mont, justement. On va aller au théâtre. Vous avez une semaine, 5 jours très exactement, pour me dire quel est le thème central de Mouton Noir, cette pièce qui a été jouée la semaine dernière devant des collégiens d'Océan Marais de Mont. L'indice de ce lundi, eh bien, c'est le résultat d'une production angevine de la compagnie Piment, langue d'oiseau. Et à la clé, c'est le festival acoustique qui nous accompagne cette semaine et qui propose à l'un d'entre vous de repartir avec 2 places pour le concert de Stéphane Echer qui est prévu le dimanche 19 mars prochain. Festival acoustique, c'est du 17 au 19 justement du côté du Poiré-sur-Vie. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct pour démarrer une nouvelle journée 100% Vendée ensemble. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain!